Alexis Cuquier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexis, tu es chercheur en philosophie et tu es maître de conférence à Poitiers et tu es le co-auteur d'un ouvrage paru aux éditions sociales sur le marxisme écologique. Alors, c'est presque un oxymore d'associer Marx à une écologie parce qu'on a plutôt tendance à l'associer, peut-être faussement, à une pensée productiviste et matérialiste. Alors même si c'est anachronique de parler d'écologie à l'époque de Marx, est-ce que tu peux nous expliquer comment sa lecture a pu irriguer en quelque sorte l'écologie aujourd'hui? Comment ça peut nous aider à comprendre l'écologie aujourd'hui? Donc le marxisme écologique, c'est un courant en fait d'auteurs et d'autrices qui apparaît dans les années 70 à peu près aux États-Unis et en Europe, et qui justement propose de relire Marx et Engels à partir des luttes écologistes des années 60-70 et à partir aussi de la connaissance des catastrophes écologiques, de la crise écologique que Marx et Engels n'avaient pas à l'époque. Donc ni connaissance scientifique à l'époque, ni non plus lutte écologiste à l'époque, qu'effectivement on ne peut pas dire qu'ils étaient des écolos. En revanche, il y a cette idée de relire Marx et Engels et de refonder le marxisme à partir de l'écologie. Pourquoi ? À partir de notamment une idée principale, qui est vraiment fondamentale, c'est que le responsable des catastrophes écologiques, c'est le mode de production capitaliste, parce qu'il est intrinsèquement productiviste, parce qu'il est aussi expansionniste et écocidaire, extractiviste. Il a besoin toujours de produire plus, de dépenser plus, d'extraire plus de matériaux. Et aussi, c'est quelque chose que Marx, à la fin de sa vie, avait vu, parce qu'il détruit à la fois la santé des travailleurs et travailleuses, mais aussi la condition de cette santé et de la vie humaine et même non humaine, qui est la terre. Donc Marx et Engels découvrent à partir de la naissance de l'écologie scientifique, à peu près dans les années 70-80, ils accompagnent ça dans leur lecture de sciences naturelles, d'agrochimie, mais aussi d'anthropologie, plein de lectures. Ils commencent à percevoir ce problème, et notamment que l'agriculture détruit la fertilité des sols. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour le dernier Marx, qu'il intègre petit à petit dans le Capital. Et ensuite, vous avez cette relecture en disant il n'y a pas d'incompatibilité entre le marxisme et l'écologie. Par contre, il y a besoin que l'écologie devienne marxiste, c'est-à-dire anticapitaliste, et que le marxisme se refonde à partir des luttes écologistes. Alors, tu éclaires 10 textes, en fait, sur l'écologie marxiste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont cette écologie marxiste s'inscrit plus largement dans l'écologie politique? Qu'est-ce qui la distingue de certains courants de l'écologie politique? Bon, alors déjà, par rapport au spectre très large de celles et ceux qui parlent de l'écologie aujourd'hui, il y a d'abord l'écologie bourgeoise, comme on l'appelle, l'écologie des éco-gestes, de la finance verte, du marché carbone, selon laquelle ce sont les entreprises tout à coup devenues vertueuses, le marché qui va répondre à la crise écologique. Donc il y a une critique à partir des instruments marxistes, des outils de Marx et de la critique du capitalisme. Le marché et les entreprises capitalistes ne peuvent pas structurellement répondre à la crise écologique et résoudre notre problème. Mais il y a aussi une idée plus proche de nous, mais qui est justement ce que le marxisme écologique permet de dépasser, selon laquelle la technique, des inventions, des innovations technologiques, moins émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple, vont nous permettre de dépasser les causes de la crise écologique. Le marxisme écologique, il revient vraiment à la base, au cœur de ce qu'on pense être les causes de ces catastrophes écologiques, c'est-à-dire le mode de production capitaliste. Et justement, il permet d'avoir une critique de ce qu'on peut appeler le technosolutionnisme,
hein. C'est aujourd'hui aussi l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle c'est écolo, et puis l'hydrogène c'est écolo, et puis en fait la Chine, la Chine capitaliste aujourd'hui, ce serait le modèle d'une transition écologique. Bon, toute cette idée selon laquelle on va finalement tout changer pour ne rien changer, c'est ce que cette écologie qui est révolutionnaire, hein, l'écologie marxiste, peut remettre en cause. Un exemple pour aller un peu vers un texte, par exemple, James O'Connor, un des fondateurs du marxisme écologique aux États-Unis dans les années 70, dit le marxisme, Marx d'abord, et puis le marxisme a mis en avant une contradiction entre les forces productives et les rapports de production, entre les attentes, les connaissances des travailleurs et puis la propriété privée et la captation et la subordination au travail. Mais il y a une seconde contradiction, parce que le capitalisme ruine aussi les conditions de la reproduction naturelle et sociale des travailleurs et travailleuses, et donc finalement détruit les conditions même de la reproduction du capitalisme. Et ça permet, à mon avis, d'éclairer un des problèmes dans lesquels on est. Le néolibéralisme qui définance aussi bien l'école que l'hôpital public, que les institutions qui permettent de protéger la santé au travail, est intrinsèquement écocidaire aussi, parce que c'est une manière justement pour le capitaliste de ne pas payer ses coûts de reproduction. Il y a un lien comme ça qui peut être fait entre les luttes pour la justice sociale, pour les services publics, qui occupent beaucoup, et à raison, le syndicalisme, et les luttes écologistes contre la destruction de la nature. Lui, il va dire c'est à la fois le même système, mais aussi le même mécanisme de destruction de la reproduction écologique et sociale. Tu parles d'un auteur, James O'Connor. J'aimerais aussi qu'on revienne sur les écrits d'un auteur japonais, Kaito, et qui lui parle de communisme, de la décroissance. Est-ce que les mouvements de décroissance peuvent s'inscrire dans cette pensée d'écologie marxiste? Oui, alors il y a effectivement des débats à l'intérieur du marxisme écologique, entre des positions différentes. Une de ces positions, c'est celle de la décroissance, que moi je préfère tout de suite qualifier en disant une décroissance juste et éco-socialiste. Bon, parce qu'on peut très bien imaginer une décroissance qui ne soit pas juste, entre les pays du Nord et du Sud par exemple. Bon. Et donc Kohei Saito, qui est un des éco-marxistes aujourd'hui les plus lus, les plus connus au niveau mondial, a proposé de voir chez le dernier Marx, qui s'intéresse à l'agriculture et notamment au système d'agriculture communale en Russie et en Allemagne pré-capitaliste. Il s'intéresse à ça aussi pour comprendre quelles sont les conditions d'un dépassement du capitalisme en allant voir des exemples, en fait. Comment on fait de l'agriculture là où il n'y a pas de capitalisme. Et il dit, une des particularités de ces économies, c'est qu'elles ne sont pas en croissance économique. Elles sont justement soit en décroissance, soit en stagnation. Et donc, il découvre cette idée redécouverte maintenant par les économistes, selon laquelle on peut tout à fait répondre aux besoins fondamentaux des humains et respecter la nature avec donc une économie décroissante ou alors post-croissante. Bon, voilà. Mais l'essentiel, ça veut dire quoi la croissance? Et ici, l'éco-marxisme est très utile. Ce n'est pas la décroissance de la production en général. La production, c'est la manière dont les êtres humains répondent à des besoins, mais la question, c'est de définir et de redéfinir ces besoins. Et donc, cette décroissance éco-marxiste ou éco-socialiste, elle dit qu'il y a certaines productions qui doivent croître pour répondre aux besoins démocratiquement réélaborés et redéfinis, plus de soins, plus d'agroécologie, par exemple, mais il y a des secteurs qui doivent au contraire décroître, voire disparaître, comme le secteur de la publicité, par exemple, ou des traders, ou tout ce qui est lié justement à cette économie qui est simplement liée à la valeur d'échange et au profit, et pas à une valeur d'usage, à une réponse à des besoins. Donc, je dirais, il y a un éco-marxisme qui peut être décroissant, mais il y a aussi un apport de l'éco-marxisme à cette discussion autour de la décroissance, où parfois on entend un peu tout et n'importe quoi, qui nous dit c'est une décroissance de la dépense d'énergie.
dépense d'énergie parce qu'on a dépassé les seuils planétaires aujourd'hui à cause du capitalisme. Et donc, il ne faut pas décroître la production ou le travail ou la technique en général. Il faut décroître la dépense d'énergie. Et donc, il faut aussi trouver des réponses aux besoins fondamentaux qui ne soient pas très énergivores et destructrices de la nature, et y compris de la santé des travailleurs et travailleuses, qui a un enjeu écologique majeur. C'est aussi ça que l'écomarxisme peut apporter à l'écologie. On est au 54e congrès de la CGT. On a parfois un peu tendance à considérer que la classe ouvrière se tient éloignée de ces questions écologiques. Déjà, je ne suis pas certaine que ce soit vrai quand on s'intéresse de plus près au mouvement ouvrier. Mais selon toi, est-ce que les alliances, les convergences de lutte entre rouge et vert sont aujourd'hui un exemple concret de ce que pourrait donner le marxisme écologique? Oui, tout à fait. Alors moi, mes recherches, donc là on présente dans ce livre des textes des années 70 jusqu'aux années 2020, des textes un peu classiques de l'écomarxisme. Moi, il y a aussi mes recherches qui sont spécifiquement sur l'éco-syndicalisme, c'est-à-dire justement ces alliances entre collectifs syndicaux, collectifs de travailleurs et travailleuses, collectifs d'habitants qui portent des rapports à la nature, des besoins aussi, et qui ont une connaissance aussi de la destruction de la nature particulière, et puis des collectifs militants écologistes qui ont une formation, une sensibilité. Et donc cet éco-syndicalisme dont on a beaucoup d'exemples récemment, y compris, notamment en France, je travaille aussi sur d'autres exemples, mais en France vous avez l'exemple de la lutte de l'ONF, très intéressante, donc de l'Office national des forêts, des travailleurs forestiers, contre l'extractivisme et le productivisme imposé par l'État. On leur demande de faire de la monoculture et de couper, faire des coupes rases en forêt. Et eux, ils défendent la forêt, mais ils défendent aussi les fonctions sociales de la forêt. Ils défendent aussi le fait qu'il faut produire du bois, mais pas n'importe comment, pas pour faire n'importe quoi. Et donc là, on a une alliance très intéressante entre collectifs habitants, la CGT Forêt, la SNIPFEN Solidaire et des collectifs écologistes, à tel point qu'ils ont même créé des collectifs éco-syndicalistes en tant que tels, le réseau d'action forestière. On a d'autres exemples récents. On a l'exemple par exemple de Grand Puy, même si c'est une lutte compliquée contre Total, donc difficile de gagner contre Total, mais vous avez un plan de licenciement fait au nom, donc c'est aussi quelque chose qui monte beaucoup, le greenwashing de la casse sociale par Total Energy au nom d'objectifs prétendument écologiques, et les camarades de la CGT de Total Grand Puy sont allés construire toute une démarche avec notamment Greenpeace, les Amis de la Terre et Plus Jamais Ça, l'Alliance écologique et sociale, pour faire une contre-expertise en disant non, c'est pas plus écologique votre projet de passer à une bioraffinerie, et en même temps commencer à travailler à un contre-projet industriel, contre-projet qui, si on le développe ensuite à partir de ces alliances, peut conduire aussi, comme c'est le cas pour l'automobile et le ferroviaire, comme c'est le cas pour plein de secteurs, à des contre-propositions pour toute une filière en fait. Et donc je pourrais multiplier les exemples. Il y a Green Dock qui a une victoire récente dans le 93 où j'habite contre un projet, un méga projet d'entrepôt logistique près d'une zone Natura 2000. Et là il y a des camarades de la CGT, Calberson, Geodis et Amazon qui ont vraiment construit une démarche. Pour faire ça, ça veut dire s'intéresser par exemple à cette zone Natura 2000 à côté de laquelle ils travaillaient et qu'ils ne connaissaient pas. Ça veut dire aussi intéresser les habitants et les écolos aux conditions de travail terribles dans ces entrepôts Amazon, et de faire le lien avec les enjeux écologiques. Et donc l'éco-syndicalisme porte pour moi comme pratique un potentiel de renouvellement, mais aussi de syndicalisation, moi j'insiste là-dessus. Il y a toute une partie de la jeunesse qui arrive avec une claire conscience que ce n'est pas possible de continuer comme ça, qu'il y a une crise écologique qui conduit à des catastrophes, voire à des cataclysmes, et qui ont des attentes très fortes. Et donc là, c'est une manière d'y répondre, mais qui porte aussi une stratégie. Moi c'est ce que je dis souvent, on a des propositions de planification écologique souvent par en haut, portées par les partis politiques, en disant il faut embaucher 1 million d'agriculteurs, il faut financer des emplois verts, mais on a, à partir du travail réel des syndicalistes et de leur connaissance de l'outil de travail, de leur connaissance du territoire et des luttes, des propositions beaucoup plus fines, beaucoup plus respectueuses des conditions de travail et beaucoup plus réalistes en réalité,
que pour l'instant ces propositions par en haut ne prennent pas en compte. Donc c'est ce que j'appelle la planification écologique à partir du travail ou par en bas. Et donc pour moi c'est à la fois une pratique mais aussi une stratégie politique. Et tu parles d'exemples récents. Euh, L'histoire ouvrière nous montre aussi que c'est souvent par le biais des questions de santé au travail que les travailleurs, les ouvriers ont fini par s'intéresser en fait aux aspects écologiques dans la mesure où ils sont les premiers à être exposés à des matières parfois dangereuses, toxiques. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce que je dis souvent, les travailleurs-travailleuses sont les sentinelles en fait, des catastrophes écologiques, les premières concernées notamment par la pollution, mais aussi par le réchauffement climatique, hein, qui fait, là on commence à s'en rendre compte, y compris récemment, ça arrive dans les pays du Nord, mais dans les pays du Sud, les syndicats se sont emparés depuis longtemps de cette question. Il y a des conditions climatiques qui font que c'est très dur, voire impossible, et en tout cas très dangereux de travailler, mais c'est aussi les stratèges de la transformation écologique, parce qu'ils portent une connaissance de l'outil de travail, une réflexion sur les finalités du travail et une démarche syndicale qui permet de répondre. Alors effectivement, une des questions, la question que tu posais, c'est aussi les chemins par lesquels, même quand on n'est pas militant écologiste, même quand on n'a pas je sais pas, un collectif éco-syndicaliste dans son syndicat, on rencontre les questions écologiques. La voie la plus majoritaire, c'est la question de la santé au travail, effectivement. C'est cette idée sur laquelle les travailleurs sont les sentinelles, premières concernées, mais c'est aussi celles et ceux qui savent pourquoi les riverains et riveraines sont intoxiqués. C'est ce que dit par exemple un militant CGT pour Grand Puy. Il dit mais il n'y a que nous qui savons ce qu'on décharge dans la Seine en termes de pollution. Donc si on veut vraiment régler le problème, il faut venir nous voir nous. Et donc ça, c'est à la fois quelque chose de très important dans le contexte actuel d'emballement des crises écologiques, mais c'est aussi une vieille histoire. Et donc tu as raison d'insister, je ne suis pas encore revenu sur cette question de l'histoire en fait. Contrairement à ce qu'on pense, les mouvements écologistes et syndicaux en France ont une histoire très liée. Dans le Nord, dans les bassins miniers, sont construites et rendues possibles par une coopération avec les paysans et les paysannes, qui sont souvent des familles même de ces travailleurs qui, il y a une génération, étaient eux-mêmes des paysans. Et très très concrètement, on ne peut pas faire une grève et pas avoir accès à de l'argent si on n'a pas de quoi manger. Et donc ce sont les paysans et paysannes, souvent des familles ou des territoires, qui viennent pour assurer la subsistance de ces grèves. Et sans grève et sans rapport de force, on ne peut pas construire un syndicalisme de combat. Et ça continue jusque dans les années 70. Et il y a toute une histoire, aussi bien contre les catastrophes et les accidents industriels, bien sûr. Donc il y a dans... la vallée du Rhône à Lyon, la Pénaroya, il y a aussi des luttes dans le nucléaire très intéressantes dès les années 60-70. Il y a toute une histoire assez peu connue, vraiment d'une écologie construite à partir de la santé au travail et du syndicalisme. Mais il y a aussi ce qui m'apparaît moi le plus intéressant aujourd'hui pour aussi le rapport de force. On parle aujourd'hui d'alliance entre la CGT, les soulèvements de la terre, la Confédération paysanne, d'autres autour de certaines luttes. En fait, ça a une histoire qui a une cinquantaine d'années, par exemple liée aux luttes du Larzac ou à d'autres endroits où les luttes paysannes, ouvrières et écolos et habitants se sont rencontrées. Eh bien, merci Alexis Cuquier. Merci beaucoup. Je vous rappelle l'ouvrage d'Alexis Cuquier et de Paul Guilibert, Découvrir le marxisme écologique aux éditions sociales.